Viviane pour cet appel à la collaboration interdisciplinaire. Merci aussi pour avoir mis au jour les ambiguïtés en mathématiques. Ce n'est pas assez souvent fait. La parole est à Claire-Lise Dautry, donc sur les stratégies d'enseignement d'une langue cible en niveau débutant, et ce sera la dernière communication. Oui, ça sera la toute dernière, et c'est la raison pour laquelle j'ai changé mes plans, et je vais vous raconter une histoire, des histoires. Je ne vous cache pas, je suis la dernière des dernières dans cette journée, ces journées qui ont été particulièrement denses, intenses, et je ne vous cache pas que je me fais un peu de soucis pour vos capacités cognitives et tout simplement pour votre qualité d'attention à 18h20 à l'issue de la troisième et dernière journée. Et donc j'ai changé mon projet, mon plan, et je vais vous raconter une histoire. Des histoires. Imaginez que, comme Cadix est un port, vous vous retrouvez dans un autre port, très lointain, qui est une ville traversée par des tas d'histoires, une ville qui a été française d'ailleurs pendant plus de 100 ans, entre 1848 et 1949. Cette ville, c'est Shanghai, une ville formidable. J'arrive... Ah pardon, j'ai oublié de me présenter. Alors, Shanghai me fait penser à cette présentation. J'ai fait ma thèse sur une étude de cas, disons, à l'époque où j'étais responsable de formation d'une équipe pédagogique, et je crois que ce qui fait la colonne vertébrale de mon parcours, j'aime beaucoup cette idée de parcours, de chemin, comme l'a dit Maud tout à l'heure, c'est l'aller-retour, recherche, terrain, recherche, et je milite pour une relation non verticale entre ces deux pôles. Cette relation verticale, c'est à mon avis une faiblesse de l'université française en général, et française en particulier. Ça ne marche pas comme ça, c'est plutôt vertical. Donc, à l'issue d'un certain parcours en France, je suis partie en Chine, à Shanghai, et à Shanghai, je trouve une équipe pédagogique franco-chinoise, évidemment. Disons qu'il y avait 60 profs chinois, de tous les âges, de toutes les formations, de tous les parcours, des gens qui parlaient très bien, qui avaient été formés, d'autres qui avaient été formés à des méthodologies, à des approches qui ne sont pas les nôtres, d'autres qui parlaient mal français, mais qui étaient là pour des raisons politiques, enfin tout ce qu'on connaît quand on travaille à l'étranger pour le ministère. Et je trouve aussi quelques Français, j'avais embarqué ou essayé d'embarquer quelques jeunes Français de ma période universitaire et des formations aussi professionnalisantes de l'Alliance française de Paris. Là, je trouve une équipe qui me dit: on est obligé de mettre des profs de chinois avec les étudiants débutants. C'est pas possible autrement. Je dis: comment ça, c'est pas possible? Ça fait à peu près 20 ans que non seulement j'enseigne à faire du français en français avec les débutants, que je l'enseigne, que je le théorise, que je le montre, que je le pratique. Il me dit: non, c'est pas possible. Comment tu veux expliquer, comment vous voulez expliquer la grammaire française à des étudiants débutants? À quoi je réponds: mais est-ce qu'on a besoin de faire de la grammaire explicite, du métalangage, avec des étudiants qui, de toute façon, vont tout à fait comprendre qu'on parle de notions essentielles, type le pluriel, type l'accompli, type le futur? Bon, c'est pas du tout un souci. Mais, me disent-ils, il y a eu énormément de résistance, il y a eu beaucoup de questionnements, évidemment, autour de ça. Ils me disent: on est obligé de passer par la traduction. Et là, je dis: écoutez les gars, enfin je ne dis pas tout à fait ça, mais je dis: camarades, ça ne marche pas comme ça, enfin ça peut marcher autrement, et j'explique que l'approche dite traditionnelle, les mots disent ce qu'ils disent, c'est-à-dire l'approche grammaire-traduction, a disparu en France. Je pèse mes mots, même si vous êtes fatigués, vous allez l'entendre, c'était 1901. C'est daté de façon très très précise. Je vous renvoie à Christian Puren, P-U-R-E-N, qui a écrit un bouquin qui fait autorité en la matière, qui s'appelle « Histoire des méthodologies » chez Hachette. Bon, puis il y en a plein d'autres, mais celui-là fait autorité. Et pourquoi ça a disparu à ce moment-là? Donc, dans l'histoire grammaire-traduction,
C'est l'époque, je vous le rappelle, avant de passer bien entendu dans l'histoire, enfin dans la diachronie aux prochaines approches, c'est l'histoire où l'Europe entière communiquait à l'écrit en français. À l'écrit. Voltaire écrivait au roi de Prusse et inversement en français. Et puis ça, pourquoi ça s'arrête en 1900 ? Parce que, évidemment, l'école républicaine comprend que la France est en expansion et que dans ce qu'on appelle à ce moment-là, évidemment, les colonies, on a besoin d'enseigner plutôt vite et plutôt bien le français. Alors, je passe sur toutes les relations entre les langues locales et le français. Ça a été longuement traité. J'avais prévu de le faire, mais ça ne me concerne pas. Ce qui est intéressant pour nous, très intéressant, c'est de comprendre, vous voyez comme l'attention change dès que je fais silence. Nous, les profs, on parle toujours trop. Quel bonheur le silence, quel repos. Bref. Tout change à partir de ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'on va passer dans une approche dite directe référentielle. On l'a vu ce matin avec le collègue qui parlait de, vous savez, la slide sur la cuisine, où on mettait les mots sur les objets. C'est l'époque où le maître est au centre de la classe avec sa grande longue baguette et qu'il pointe la réalité descriptive. Donc c'est un monde extrêmement limité. Vous pouvez dire ceci est une gomme, ceci est un stylo ou des lunettes. C'est l'époque où on avait à la ferme, à l'usine, à l'école, peut-être vous avez des souvenirs de ça. Bon. Quand on est de la vieille génération, mais je ne suis pas si vieille quand même, on a vu ce genre de tableaux de façon un peu dans les archives, mais on les a vus. Donc il y a une véritable limitation, mais il y a en même temps une véritable révolution, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'enseignement des langues, donc 1901, l'époque de l'expansion coloniale, on va enseigner le français en français et l'espagnol en espagnol. C'est réellement révolutionnaire. On ne passe plus par la traduction. On ne passe plus par la belle langue écrite. On parle et on désigne, on nomme. Je vais très vite. Bien sûr, il y a des passages. Et puis va arriver la Deuxième Guerre. Je passe sur toutes ces années. Et la Deuxième Guerre, évidemment, les Américains vont envoyer des soldats sur les terrains de combat et ils se rendent compte qu'ils ont besoin que ces gens, ces soldats, ces militaires communiquent un minimum avec les populations locales. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est ce qu'on appelle véritablement la méthode de l'armée. Ça s'appelle comme ça. Et à ce moment-là, on met en place ce qu'on a appelé d'abord l'approche audio-orale et puis ce terme barbare qui est le SGAV, l'approche structuro-globale audiovisuelle. Alors structurale aussi parce que ça s'appuyait sur une vraie légitimité, ça aussi pour la toute première fois, qui était bien entendu le structuralisme. Une vraie légitimité scientifique, si vous voulez, linguistique. Nous, les Européens, on a récupéré le SGAV comme le jazz et le chewing-gum dans les bagages des Américains. C'était le même combat, quoi. Ça faisait partie de la modernité. Je passe, parce que là aussi, ce n'est pas mon propos, mais ce qui m'intéresse, c'est le saut de 30 ans plus tard, post-68, post-réflexion sur enseigner autrement, apprendre autrement, se rencontrer autrement, avoir une parole authentique, et on va arriver aux approches dites communicatives. Ces approches communicatives, c'est en gros, évidemment c'est lié à l'émergence de l'Europe et du Conseil de l'Europe, 76, le cadre c'est 76, la première méthode absolument remarquable, plutôt l'ensemble, c'est Archipel, à Courtillon, on en a parlé avec Noël l'autre jour je crois. Et puis dans les années 2000, on est passé aux approches actionnelles, et c'est le terme qui m'intéresse. Je m'arrête une minute sur actionnel. Alors, pourquoi actionnel ? Parce qu'il n'est plus question, et là je m'adresse à tous les profs qui ont été dans cette classe à un moment de leur vie, même si on ne l'est plus, on l'a été, et je crois que c'est important qu'on se souvienne de tout ça. Moi je dis toujours, quand j'ai des gens en formation, je dis, mais vous n'enseignez pas le français. Vous n'enseignez pas le français. Vous enseignez à faire des choses en français. Pas du tout pareil. Et je dis même, vous n'enseignez pas à faire des choses en français. Vous aidez à faire des choses en français. Vous créez les conditions pour que l'autre fasse des choses en français. Alors, quelle chose ? Tout le monde le sait, évidemment. Par exemple, commander un repas.
par exemple, se repérer dans l'espace, ce qui est particulièrement difficile pour moi à Cadix. Je n'arrête pas de errer. Et j'en profite pour dire un point important, c'est que quand on est en situation d'apprendre une langue, mais ça c'est un scandale qu'on devrait dénoncer absolument partout. Quand vous êtes en situation d'enseigner la langue, à vous de faire en sorte de répondre à des questions, mais pas de poser des questions. Ici, moi, je passe mon temps à poser des questions. En situation authentique, en situation d'apprentissage, vous cherchez et donc vous posez les questions. Il faut vous débrouiller, il y a plein de stratégies, je pourrais vous en donner quelques-unes. L'idée, c'est que vous créez ce qu'il faut, c'est des dispositifs, mais ce n'est pas mystérieux, pour être en situation de répondre à des besoins. Voilà, le mot-clé, c'est ce mot de besoin. En d'autres termes, vous travaillez sur des compétences, vous travaillez sur des capacités. C'est ça qui est important. Si on parle d'objectifs pragmatiques, ce n'est pas par hasard. On a eu Aphrodite hier. Quand on est linguiste, on est obligatoirement helléniste d'une certaine façon. Je vous rappelle que pragma, en grec, ça veut dire faire. Praxis égale action. Si vous avez eu des activités politiques, vous savez très bien que la praxis politique, c'est passer à l'action. Ça pose tout un tas de questions. Par exemple, la grammaire. C'est passionnant, l'histoire de la grammaire. Et combien de fois on a tous raté des activités parce qu'on n'a pas compris ce que le prof attendait. On a tous vécu cette expérience épouvantable, des fois des examens même. C'était ça qu'il voulait. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire faire une grammaire du sens ? Qu'est-ce que ça veut dire faire une grammaire inductive, sans métalangage ? C'est parfaitement possible. Vous donnez des corpus, et sur ces corpus, vous allez faire apparaître, grâce à des outils cognitifs bien pensés, des régularités. Et c'est le groupe, dans les mots du groupe, qui va donner la règle de classe. Et cette règle de classe, elle est évidemment incomplète. Elle est évidemment provisoire. Elle est spiralaire. Et c'est pas grave. Vous n'allez pas traiter la totalité d'un point. Et de toute façon, ça s'arrête où, le point grammatical ? Donc ce qui est important, c'est que c'est là, à mon sens, le vrai renversement de perspective des approches actionnelles. C'est-à-dire que l'apprenant, il est en situation de réfléchir, de systématiser, de conceptualiser. Le terme clé, c'est conceptualiser. Et lui, l'apprenant, il va renverser les choses. Au lieu d'être en situation de copier l'autre, il va être en situation de déduire une règle, c'est Bachelard, c'est pas moi, c'est une démarche scientifique, du particulier, ce qu'on vient de voir dans le document authentique ou dans une situation de communication, du particulier vers le général. La règle, au lieu d'être imposée par le manuel ou le prof ou qui vous voudrez, elle va sortir du groupe. Pas magiquement, évidemment, pas magiquement. Donc les approches contemporaines, elles travaillent à partir du réel. Je passe sur le document authentique, ce que les méthodologues appellent la quincaillerie pédagogique. Je suppose que tout le monde le connaît. Ce qui est important, c'est que l'enseignant actionnel maîtrise un certain nombre de compétences. Et ces compétences, c'est évidemment la capacité à exploiter des documents authentiques. Je vous rappelle qu'un document authentique, c'est ce qui fait unité de sens. C'est ça qui compte. Je pourrais aussi parler des simulations globales qui sont absolument passionnantes et extrêmement efficaces. Il va falloir penser à une chute à cette belle histoire. Oui, je sais, j'ai 2 minutes. Ce qui est important, en tout cas, c'est que le prof, il est capable d'être non pas devant le groupe comme un modèle, mais derrière pour lui permettre de faire. Il permet, il encourage, il accompagne, il aide à faire. Ce qui est important, c'est sa rigueur dans la gestion de tout. Et dans le temps, dans l'espace, dans la capacité à mettre en voix, à murmurer, à se taire. Bref, à créer les bonnes conditions d'apprentissage, à travailler au chronomètre. Ce qui est important, c'est de dire qu'il n'y a pas de magie, et c'est ma conclusion. Il n'y a pas de bons et de mauvais profs. Il y a une réflexion sur soi-même, qui je suis devant l'autre. C'est tout, c'est Socrate, mais on n'a pas fait tellement mieux depuis. Comment je travaille avec l'autre ? Et je voudrais finir en disant qu'on a tous en mémoire, il n'y a pas de modèle, on a tous en mémoire des enseignants inoubliables, qu'ils soient clowns ou au contraire introvertis et timides. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'ils soient créateurs du désir d'apprendre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je crée du désir.
je crée du désir d'apprendre. Et je finis simplement en citant Mérieux. Mérieux, il dit, ce qui est important, c'est 14h34, encore 30 secondes. Mérieux dit, l'école, ça sert à s'émanciper et à s'unir. Et je rajoute, à créer du plaisir. On n'a parlé que de malheur, enfin on a beaucoup parlé de malheur, d'exclusion, de tristesse, de dispositifs difficiles, souffrants, mais c'est pas que ça l'école. Skolé, en grec, ça veut dire loisir. L'école, c'est un lieu d'émancipation et de réunion. Merci beaucoup. 15 minutes.